Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour pas une vidéo, techniquement un stream, mais en rediff, pour les 6 ans de la chaîne. J'ai pas fait de vidéo cette année pour les 6 ans de la chaîne, mais c'est pas grave parce que j'ai fait un stream, suivez-moi sur Twitch si vous voulez être là la fois prochaine. Et aujourd'hui, je suis avec Brenner, salut. Eh oui, bonjour à tous, très heureux d'être ici. Et oui, parce que j'ai fait, ça fait quelques temps du coup qu'avec Brenner on fait une émission sur sa chaîne. Enfin, on en a fait 2 pour l'instant en fait, mais des points d'orge. Donc je vous conseille d'aller voir, mais là ce coup-ci c'est sur la chaîne. Bon, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de vidéo quand même, mais c'est pas grave, ça parle toujours pas de South Park, ça parle de manga, mais on va dire que c'est presque pareil finalement. Aujourd'hui on va parler de nos lectures manga du coup, parce que ouais on va surtout parler de manga finalement aujourd'hui. Ce serait sympa si on arrivait à en faire régulièrement, alors pas trop souvent non plus, mais quand on aura pas mal de choses à dire sur certaines œuvres. C'est surtout que ce qui est difficile, c'est qu'il faut faire ça en commun, quoi. Il faut qu'on ait lu tous les Ouais. deux la même œuvre. Ouais, c'est surtout ça. Bah là en fait, on va parler d'à peu près 4 œuvres qu'on a lues tous les deux. Et après, on en a une chacune sur lesquelles on dira que l'autre a pas lu, dont on va parler rapidement. Mais oui, l'intérêt c'est surtout de parler de ce qu'on a lu tous les deux pour pouvoir interagir et voir sur quel point on est d'accord et sur tout ça. Donc, aujourd'hui, on a un planning, on a un bon planning, hein, que du bon quasiment quand même. Et pas du manga assez pas toujours très feel good comme on dit encore, parce que là maintenant encore il y a Kaguya-sama qui est sorti la semaine dernière. Il y a encore beaucoup de gens qui en parlent, qui parlent des rom-coms, mais là on n'est pas du tout dedans. Pour le coup, on n'est pas trop dans les nouveautés. Alors il y en a qui ont, si, il y a Des chances d'un homme qui a été édité il y a pas longtemps, et Spiral qui a été réédité. Enfin en fait c'est des rééditions, mais on n'en a pas tant que... Bon non, en fait je dis des conneries, il y en a même Robo Sapiens, c'est récent, donc on verra, mais on va dire que c'est pas des mangas qui sont ultra discutés dans l'actualité du moment, on va dire. Oui, Kaguya c'est sympa, Pachi, mais j'en parlerai une autre fois quand j'aurai peut-être une prochaine lecture quand j'aurai lu les tomes, parce que là ils sont sortis mais j'ai pas encore eu le temps de les lire. Et donc on va commencer tout doucement. On va essayer d'aller alors pas trop vite pour quand même dire à peu près tout ce qu'on a à dire dessus, mais sans être exhaustif, parce que on peut pas, sinon ça ferait 30 minutes sur chaque manga minimum, donc on peut pas. Donc on va commencer tout d'abord avec La déchéance d'un homme de Junji Ito, donc qui pour le coup est sorti au début d'année, en mars, hein, c'était en mars. Oui, c'était le 3 mars que ça sortait. Non, le 17. Oui, parce que ça avait été retardé, comme Spiral. Et du coup, bah, on va voir vite fait qu'est-ce qu'on en a pensé. Alors, est-ce que tu veux commencer par dire au moins de quoi ça parle globalement, La déchéance d'un homme Ouais, je veux bien commencer. Alors, je vais d'abord faire un petit synopsis, du coup, juste après, on va parler de l'édition, je pense. Si t'es d'accord. Ouais. Alors bon, du coup, ça parle de quoi? Bah globalement, c'est un enfant. Déjà, on suit un enfant au début de l'histoire qui, on va dire, s'enferme dans un rôle comique qui ne lui est pas naturel du tout, pour se protéger par rapport à tous ses contemporains qui sont aussi des façades, et donc forcément, il est pas naturel, il est pas lui-même. Ça va lui amener des problèmes, on le voit grandir tout au long de l'histoire, jusqu'à ce qu'il soit adulte, même à la fin du tome 1, alors que c'est en 3 tomes, on rappelle. C'est en 3 tomes, c'est vrai. Le tome 1 est sorti pour l'instant, et c'est le seul dont on va parler, puisque c'est le seul qu'on a lu. Et voilà, c'est le seul qui est sorti en France, de toute façon. Et donc du coup, voilà, on le suit de péripétie en péripétie, qui s'aventure dans des méandres très sombres de l'âme humaine, et tout cela est très intéressant. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà le titre, le manga porte bien son nom. Parce que La déchéance d'un homme, globalement, voilà. si vous vous attendez à voir La déchéance d'un homme, bah, vous allez être plus ou moins servi, hein, quand même. Donc là, comme tu l'as dit, on voit déjà une évolution rien que dans ce tome 1. Je sais pas comment ça va aller dans les autres tomes, mais là on commence direct avec l'enfance du protagoniste. Du protagoniste qui s'appelle Yozo, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ma lecture remonte à sa sortie finalement, mais voilà. Et oui, donc c'est du Junji Ito.
On fera peut-être, on parlera sûrement de Junji Ito pas mal de fois dans les lectures parce que il va y avoir du Junji Ito qui va ressortir cette année, donc on aura sûrement des choses à dire. Et déjà juste après, on va parler d'un autre Junji Ito. Donc Junji Ito, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est clairement un des maîtres, le maître de manga, du manga d'horreur moderne. Et, et alors là, pour le coup, La Déchéance d'un homme, c'est une adaptation d'un roman à la base de Osamu Dazai. Et j'ai envie de dire Voilà. que ça se reconnaît quand même, parce que du coup, c'est Ito qui l'adapte, donc il a pas fait le scénario et tout ça, mais il a fait l'adaptation manga, et je trouve que déjà c'est peut-être sa plus grande qualité, enfin en tout cas graphiquement, je trouve que le style de Ito correspond bien à l'histoire, et ça rend des scènes qui sont quand même très graphiques. On a de l'horreur du coup assez psychologique qui va venir au fur et à mesure du temps. On voit à quel point l'évolution du personnage dans le temps va se faire dans la douleur, hein, finalement, parce que plus le temps passe, plus les traumatismes s'enchaînent, on va dire. Et, et donc, dans la forme, donc, graphiquement et même dans la mise en scène, je trouve que Ito fait un très beau travail pour adapter l'histoire. Donc, c'est pas un scénario ultra complexe comme on peut en avoir l'habitude avec Ito, mais on a plutôt du coup un enchaînement de moments horrifiques qui sont comme des étapes dans la vie du personnage. Et donc, pour moi, Ito met très bien en scène tout ça. Je sais pas ce que toi, du coup, tu as pensé globalement de ce tome 1. Du coup, je te rejoins dans le fait qu'on suit les étapes, donc le parcours de ce personnage, et ça se ressent aussi au niveau du dessin qui est de plus en plus grisonnant, de plus en plus noirâtre au fil du tome, notamment avec des ancrages et des ombrages qui sont plus prononcés au fur et à mesure. Quand il est enfant, c'est quand même plus éclairci que lorsqu'il tombe vraiment dans les prostituées et tout ce qui s'ensuit. Non, moi je trouve que déjà c'est une très bonne introduction parce que c'est le premier Junji Ito que j'ai lu du coup, donc dessiné par Junji Ito. Voilà, vous pouvez voir les visages très sombres et très marqués. Et il y a Et du aussi, coup, il y a aussi tout un aspect avec certaines peintures. Et on voit très bien la peinture, l'aspect des peintures, c'est globalement ce qu'on voit ici sur la couverture, ces personnages, ça représente, c'est clairement du Ito, ça se voit, et c'est très reconnaissable, et ça a un aspect très horrifique qui va bien à l'œuvre, je trouve, du coup. pour moi c'est une bonne introduction au style de Junji Ito déjà, parce qu'on sent que le trait est beaucoup plus mature, comparé à par exemple Spiral qui peut être plus simpliste des fois par moment, mais bon, là le trait est très détaillé. Et le personnage aussi est très réaliste. En fait, je le trouve très réaliste, même voire trop. C'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est vraiment, il est perturbant de réalisme, tellement les choix qu'il peut faire et sa manière de penser peut nous rappeler certaines pensées noires ou non qu'on peut avoir nous personnellement en tant qu'humain réel. Du coup, c'est vrai que les pensées de ce personnage sont perturbantes. C'est ça, c'est limite gênant des fois par moment, tellement Ito sait mettre le doigt sur des problèmes qu'on connaît tous. Ouais, Et du coup, je trouve qu'aussi les scènes choc fonctionnent très bien. Elles sont pas légion, puisque le thème ne s'y prête pas forcément, mais les scènes choc fonctionnent très bien. Il y en a des très marquantes, et c'est pas forcément les scènes les plus gore qui sont les plus marquantes. Ouais, c'est vrai. Je pense notamment à une scène juste où on voit un bébé, hein, du coup, qui n'est pas bizarre ou ni quoi, enfin qui est pas gore, hein, mais qui est juste dépeinte de manière très très creepy. Et déjà le bébé, je vais pas vous montrer la page, mais vous comprendrez si vous lisez ce tome 1 du coup. Voilà, et donc du coup, non, pour moi c'était une très bonne introduction au dessin de Junji Ito, et en plus de ça, l'édition, moi j'avais beaucoup aimé, alors pas énormément non plus, parce que l'édition est déjà très jolie, comme Maniaco vous la montrait, c'est scintillant sur... Ouais, on peut voir un peu là déjà à l'image, parce que je vois Pointe qui disait que la couverture est sympa, et en effet, donc là, c'est dur à voir à la caméra, mais en fait, le personnage a un effet poivré, je sais pas comment expliquer dessus, lui, donc il y a un petit peu en relief, quoi. Ouais, voilà, il est un peu en relief, alors que et tout le reste est brillant, donc là on peut le voir quand même avec la lumière, et donc ça rend très bien. Le tome est un peu plus cher qu'un tome classique à 6,90€, 7€. Il est dans les 8€, c'est ça, quelque chose comme ça?
Ouais, il est un petit peu moins de 8 euros, ou peut-être à 8 euros, mais moi le seul bémol que j'aurais à dire sur le format, du coup, c'est sur le format. C'est dommage que Delcourt Tonkam sorte du coup, ressorte, réédite les éditions Prestige de Spiral et de Guillaume qui sont un grand format, et qui laisse du coup la déchéance d'Anon dans ma bibliothèque. Ça fait un peu pitié comparé aux deux grosses éditions Prestige. Oui, alors qu'il existe une édition, je sais plus si c'est américaine, enfin en tout cas une japonaise, anglaise, de l'intégrale de la déchéance d'Adam. Donc c'est vrai que c'est bizarre de sortir en même temps des gros pavés. Bon, Gyo, je l'ai pas encore lu, du coup je l'ai pas encore sorti, mais des gros pavés comme là l'édition de l'intégrale de Spiral dont on va parler après, et ne pas et ensuite sortir juste les 3 tomes un par un. Alors bah, pour le coup, par exemple, Spiral c'était sorti en tome simple à l'époque, mais bon, maintenant qu'on en est là et que en plus la série est terminée en 3 tomes, pourquoi ne pas tout sortir comme ça? Et puis même le reste des Ito qui vont sortir dans l'année, ce sera aussi. Bon, après là, c'est pas chez Delcourt Tonkam, donc c'est encore différent, mais ce sera encore des intégrales. Donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu tâche de l'avoir en tome simple, parce que finalement. Ah, et pour moi, c'est le seul bémol. Bah, le oui, seul bémol que j'aurais à redire sur l'édition. Ouais, c'est ça, parce que là, on va avec l'offre qui est disponible des Junji Ito, enfin qui est disponible là maintenant, Spiral, j'ai encore vu là avec Spiral qui il devient compliqué à retrouver comme avant qu'il soit réédité finalement. Mais du coup là, on va se retrouver avec des Ito en intégrale. Et du coup, il y a juste celui-là qui. Alors que même les mangas d'horreur sont souvent. On a souvent au moins des grandes éditions ou des belles éditions. Donc c'est vrai que lui est là. Ouais, non, c'est vrai que quand je regarde mon étage horreur avec Maruo, Kago, tout ça, c'est du Imo, du Lézard Noir, donc c'est des gros formats, ouais, c'est vrai. Et donc je terminerai là-dessus en disant que du coup, bah, on n'a pas lu l'œuvre d'origine le roman d'Osamu Dazai, mais je trouve qu'on ressent quand même sa patte dans l'histoire. Et dès le début, finalement, parce que le personnage fait très Dazai lui-même, finalement, quand on s'est renseigné un peu sur ce personnage, qu'on a lu un peu sa vie. Donc ça m'a marqué, mais dès le début, en fait, parce que le début commence avec un flash-forward où on voit le perso principal et bah, essayer de se suicider avec une femme. Et bah c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la vie de Osamu Dazai, hein, globalement, les suicides ratés, les suicides collectifs. Donc c'est vrai qu'on sent que c'est pas que Ito. On sent que c'est une adaptation. Enfin en tout cas je sais pas si c'est parce que du coup je savais déjà que c'était l'adaptation d'une œuvre de Dazai. Mais en tout cas, quand on le sait, on peut pas s'empêcher de voir. Enfin, c'est surtout que nous, on n'a pas encore eu la chance de lire énormément de Ito. Du coup, c'est difficile de savoir vraiment ce que c'est que le style Ito dans ce cas-là. Mais j'ai quand même senti que, surtout, graphiquement, on sent clairement que c'est lui. Et dans l'histoire, je trouve que c'est une bonne adaptation globalement, mais que franchement Osamu Dazai n'est pas loin et ça on le sent. Moi je suis d'accord, je veux juste rajouter un petit truc, juste avant de finir pour la déchéance d'un homme. Pour ceux qui connaissent du coup la théorie du moi social de Bergson, ça va vous rappeler des souvenirs. Déjà, on vous conseille de lire la déchéance d'un homme, mais du coup je trouve qu'il y a tout aussi cet aspect référence de comportement par rapport aux autres dans la société, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce qu'on peut se comporter et les grosses déviances que ça entraîne lorsqu'on se contient trop longtemps de jouer un rôle. Forcément, que notre vraie nature va finir par éclater d'une manière ou d'une autre et pas forcément de la manière à laquelle on s'attend. Ouais, ça typiquement, je trouve que ça fait plus partie des thèmes qu'on associe à Dazai qu'à Ito. Donc justement, ça rend... C'est un aspect intéressant parce que du coup, c'est un manga d'Ito, mais en même temps, on a une vision assez inhabituelle par rapport à d'autres œuvres. Enfin, en tout cas, une vision, je sais pas, mais en tout cas, des thèmes et une histoire qui change pas mal de ce qu'on peut avoir avec Ito d'habitude. Donc, je trouvais ça sympa aussi du fait que ce soit une adaptation et qu'il n'y a pas tant d'adaptation que ça finalement dans l'œuvre de Ito. Donc, c'est intéressant. Et du coup, on va passer juste après à un autre Ito, puisque c'est Spiral, donc l'édition 2021, qui au final ne change pas vraiment par rapport à l'ancienne édition, donc l'intégrale. Et
Qui devient... alors la déchéance d'un homme, je pense que ça va encore. Elle devient encore compliquée à trouver, comme ce qui était... Enfin déjà on a eu la chance d'avoir la réédition, mais maintenant ça devient compliqué, ça va devenir compliqué. Donc si vous voulez lire la déchéance d'un homme, c'est encore possible. Spirale, je sais pas. Apparemment, j'ai cru voir sur Twitter qu'ils réimprimaient un peu quand même, donc ça devrait aller. Donc je vais changer d'image déjà. Alors hop. Ouais, mais vu la demande que je vois pulluler autour de Spiral, déjà j'ai envie de dire bon, Ouais. si vous le vouliez, bah, vous avez qu'à le précommander, hein, comme tout le monde. Ouais, voilà, là faut aller vite de toute façon, parce que là, après on va revenir. Enfin, si vous voulez pas la voici, si vous voulez le lire, mais pas, enfin, si vous voulez l'acheter, mais sans avoir à payer des centaines d'euros, c'est vrai que c'est peut-être le moment, parce que là, ça commence à devenir compliqué de l'avoir. Alors Spiral, ça raconte tout d'abord l'histoire d'une malédiction dans une ville qui est celle de Kurozu, de mémoire. Une malédiction donc qui touche en particulier nos deux protagonistes. Donc d'abord Kyrie, qui est le personnage principal, c'est les deux personnages que vous voyez sur l'image, sur la couverture. Kyrie, donc l'héroïne, et son copain Shuichi. Et donc ils vont tous les deux être pris se rendre compte d'abord petit à petit de la malédiction qui pèse sur cette ville avec la spirale, et cette malédiction va se manifester de bien des manières au fur et à mesure des chapitres. Ça commence de façon très, très épisodique, et ça escalade vers un final tentaculaire, on peut dire. Et voilà, donc Spiral, c'est une des œuvres majeures de Ito. Et donc ça fait du bien de l'avoir entre les mains, qu'elle ait été rééditée. Moi j'avais lu le premier tiers il y a pas mal d'années, et j'en avais un très bon souvenir. Et du coup, l'avoir lu, ça m'a rappelé des choses, et j'ai pu découvrir aussi tout ce que j'avais pas encore lu. Et donc Spiral, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que c'est très très bien? Dans le manga d'horreur, c'est un des classiques. Et on comprend pourquoi. Clairement, encore une fois, graphiquement, le style de Ito est très puissant pour nous faire ressentir des choses. En plus, graphiquement, toujours, on a pas mal d'idées visuelles avec la spirale. Je ne sais pas comment expliquer sans trop spoiler, mais on va dire que le concept est utilisé à fond, globalement. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable et qui prend aussi la tête, mais d'une bonne manière, parce que du coup, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on commence par se sentir dans cette spirale infernale, et ça devient sans fin. Donc, franchement, c'était une lecture très intéressante. Je sais pas ce que, du coup, toi, j'imagine que t'as aussi apprécié ta lecture. J'ai plus qu'apprécié, j'ai adoré. Ouais. Alors, je vais être assez concis finalement. Déjà, l'édition Prestige est très jolie. J'aime beaucoup la nouvelle couverture. Il y en a qui se sont plaints qu'on n'avait pas du coup le droit à la couverture relief de la première édition. Mais finalement, ok, elle n'est pas en relief, mais elle est sous du coup la jaquette. Donc ça, c'est bon, c'est un petit bonus que j'aime bien. Ouais. Mais voilà, on parle d'une œuvre complètement culte. Légendaire même. Ouais. Et oui, comme tu l'as dit, le travail autour de la spirale en elle-même est extrêmement intéressant. C'est vraiment une folie visuelle. Enfin, Ito se permet toutes les extravagances possibles. Je vais essayer de montrer quelques images images qui correspondent à ce qu'on dit, mais qui viennent du début pour pas trop spoiler. Par exemple, le chapitre 1, je peux quand même montrer parce que c'est très connu, on va dire. Voilà, donc en tout cas, je trouve qu'il y a une inventivité qui est incroyable. Il explore toutes les facettes de son idée, de son thème. Vraiment, c'est vraiment super bien exécuté. Il y a un gros travail sur la diversité entre les scènes, comme Maniaco l'a dit, c'est très épisodique au début, puis après on dérive sur une super diégèse. Je trouve que tout se relie super bien, même des fois dans le détail, c'est-à-dire qu'on croise au détour d'une case, dans un coin, un élément des premiers chapitres qui avait été abordé, et du coup on voit que ça vit, ça a continué à vivre tout le long du manga finalement, dans cet univers. Et puis voilà, tout ce qui est le travail extradiégétique autour de la... Donc extradiégétique, c'est en dehors de la narration, en dehors du manga lui-même, donc autour de la spirale, puisque je trouve que moi, ce qui m'est arrivé,
dans les jours qui ont précédé, après ma lecture, qui ont succédé à ma lecture, quand je voyais des spirales, mon cerveau le détectait automatiquement et faisait le focus dessus. Et c'est très bizarre comme sensation techniquement parce que le moindre cercle, la moindre spirale, je l'ai détecté et ça me mettait pas forcément très à l'aise quand on connaît tout ce qui se passe à cause de la spirale dans la ville. Et donc c'est la première fois que j'ai eu ce genre de syndrome post-traumatique après une lecture qui est malgré moi, c'est-à-dire que je me disais pas moi-même, il faut que je trouve des spirales, c'est-à-dire que mon cerveau automatiquement et de manière atavique détectait des spirales dans la vie de tous les jours, ce qui est quand même une expérience assez marquante quoi. Ouais, c'est ça, on va dire que sensoriellement parlant, c'est une lecture qui te marque et qui arrive à pousser son concept à fond. Et d'ailleurs, Ito a lui-même aussi été victime de cet effet finalement, parce que lui-même avait dit en interview que, pareil, à force de dessiner des spirales, je sais pas combien il y a de spirales dans l'intégrale dessinée, mais c'est un travail de minutie et c'est vraiment, on comprend pourquoi du coup lui-même disait qu'il avait fini par en être malade et par en avoir marre des spirales, et on peut que le comprendre. Après, dans le manga, quelque chose que je voulais des thèmes qui sont déjà très liés au manga d'horreur, on va dire, et que Ito arrive à s'approprier. Donc, notamment, déjà, ça commence avec toute une histoire de malédiction. Après, on a aussi tout un message sur qui est du coup très que Ito a beaucoup montré même dans d'autres de ses œuvres, qui est par exemple tout ce qui est l'image de la beauté ensorcelante plus ou moins, parce que même Kyrie se retrouve à de nombreuses reprises au centre des événements qui se passent dans la ville, même dans l'autre œuvre qu'on retient le plus par exemple de Ito, qui est Tomie, c'est aussi il y a toute cette histoire de beauté, de séduction, on revient aussi pas mal, donc ça se réapproprie des thèmes très ancrés déjà, et qui ont été très utilisés, et ça fait qu'enrichir l'œuvre, et ça en devient... moi je trouve que ça en fait une œuvre très intéressante en fait. Je voulais juste rajouter un truc avant de passer, si tu veux. Ouais, vas-y. Je trouve ça très sympathique, le fait qu'ils aient proposé une interprétation libre de Spirale au final à la fin du tome par je pense que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères japonaise. Ouais, c'est ça. Donne son avis sur l'interprétation qu'on peut faire de Spirale, et donc qui parle qui compare la Spirale au capital et à la consommation avide des Japonais et même du monde occidental en général, occidental et oriental du coup. Et c'est assez intéressant qu'il propose cette explication, puisque c'est vrai que j'aurais pas forcément pensé, j'aurais pensé à beaucoup d'autres choses pour incarner la spirale que le capital, mais ça fonctionne très bien au final. Ouais, ça c'est une analyse très intéressante qui du coup arrive à la fin du tome et qui nous permet de réfléchir sur ce qu'on a lu et de trouver de nouvelles explications, parce qu'on peut voir finalement pas mal d'interprétations. Donc là du coup précisément c'est Masaru Sato du coup pour le citer, qui conclut ce volume avec son analyse, et qu'est-ce que pour lui Spirale, en quoi Spirale est intéressant à rapprocher avec la société japonaise globalement, vu que lui a lui-même travaillé dans les affaires étrangères du coup, et du coup c'était un ajout très sympa, en tout cas c'était très cool. Ensuite passons à une autre œuvre, alors toujours qui reste toujours globalement dans l'horreur, mais dans une horreur plus enfantine, on va dire, j'allais dire plus classique, mais Spirale c'est tout aussi un classique, donc c'est pas vraiment le bon terme. Kitaro le Repoussant, tome 1 du coup. Toi tu as lu le tome 2. Moi je vais juste pouvoir parler du tome 1. Oui, j'ai tout lu, mais ils sont à 15 €, c'est pas donné. Enfin c'est le prix, mais c'est juste qu'en ce moment, il y en a qui achètent le tome 1 quoi. Oui, non, mais après c'est parce qu'il y a aussi une vague de réédition. Donc c'est quand même assez sympa que ces tomes, parce que les tomes, rien que le tome 1, il était très dur à trouver avant d'être du coup réédité par Cornelius. Et ça me fait très plaisir d'avoir pu mettre au moins la main sur le tome 1 avant de pouvoir prendre potentiellement les autres, j'aimerais bien. Mais le fait est
que c'est un classique, que je connaissais, notamment par son rayonnement, parce qu'il y a eu par exemple beaucoup d'animés Kitaro, donc au fur et à mesure du temps, je connaissais plus ou moins les personnages, mais j'avais jamais vraiment lu d'histoire de Kitaro, et c'est très très cool. On comprend pourquoi c'est un classique. Bon, globalement, on vous parle pas énormément de choses qu'on n'a pas aimées, mais voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer du coup par Kitaro? Ce que tu as pensé de ta lecture de ces deux tomes? Déjà, je veux bien commencer et je veux replacer un petit peu l'œuvre dans son contexte. Ouais, vaut mieux. Parce que c'est en fait, il faut absolument pas lire Kitaro comme on lit une sortie actuelle. C'est-à-dire que c'est un tome qu'il faut impérativement connaître un minimum avant de le commencer et être conscient du contexte dans lequel il est sorti. Alors déjà, donc moi j'aime beaucoup toutes les œuvres qui ont débuté dans les boutiques de prêt. Donc dans les années 50-60 au Japon. Mais Kitaro, c'est même plus vieux que ça, parce que Kitaro, c'était déjà un personnage, donc Kitaro le repoussant, c'était pas le repoussant à l'époque, mais c'était Kitaro du cimetière. Kitaro du cimetière, à l'époque, qui était présent dans les Kamishibai, du coup, donc c'est les théâtres ambulants, vous voyez, c'est les genres de scènes sur une roulotte, avec des rideaux, etc. Donc c'était des comédiens ambulants. Et du coup, c'est pour dire un peu la vieillesse et la cuvée de Kitaro quoi, en tant que personnage. On nous explique déjà ça là dans ce que je vous montre en introduction, donc on n'est pas perdu même en commençant, parce que finalement on a une petite remise en contexte dès le début. Et du coup, Mizuki, Shigeru Mizuki, l'auteur, a dessiné un peu de chapitres pour Garo, puisque c'est dans le magazine que Kitaro a fait ses armes. Et déjà, je trouve qu'il y a un point d'honneur à mettre sur Kitaro, qui est déjà globalement le fait que c'est grâce à Kitaro que les yokai ont survécu et sont encore présents aujourd'hui. Parce que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas, alors comment dire, les yokai c'était un petit peu désenchanté, c'est-à-dire que après la guerre on voulait plus trop entendre parler de légendes, de magie, et du coup c'est Mizuki qui a vraiment remodernisé et redonné un peu d'éclat aux yokai en les faisant vivre à travers Kitaro et son histoire. Du coup c'est incroyable que le folklore japonais ait gardé les yokai grâce à Shigeru Mizuki. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est super que ça a permis de garder cette part du folklore japonais et de faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Et après, on peut dire que les yokai, globalement, c'est une très très grande partie de l'œuvre de Mizuki, qui a fait aussi d'autres dictionnaires des yokai et autres œuvres après pour expliquer. Et donc oui, du coup, dans Kitaro, on parle pas mal de yokai. Hein. Encore une fois, c'est un manga très épisodique. Enfin, en tout cas, je sais pas si peut-être que dans le tome 2 ça évolue, mais à mon avis, ça reste quand même... On reste dans l'épisodique globalement. Alors les épisodes se font plus longs, mais on reste dans le format épisodique. Ok, c'est ça. Et donc du coup, on découvre pas mal on reste pas en fait déjà sur les yokai les plus communs. En fait, on sent que Mizuki connaît le sujet, qu'il aime beaucoup ça. Et du coup, au fur et à mesure des chapitres, en fait, à chaque fois, on en découvre de nouveaux, et on découvre au final petit à petit aussi Kitaro. Donc ça commence avec sa naissance dès le début, donc on voit déjà à peu près d'où il vient. Mais au fur et à mesure de ses aventures et de ce qui lui arrive, de ses aventures, il est pas tout le temps proactif dans ses histoires, mais en tout cas, à chaque fois, il a son rôle, et on apprend finalement certaines de ses capacités, ou alors comment, en tout cas avec le tome 1, vu que c'est un peu la découverte avec le personnage, on en apprend petit à petit de plus en plus avec lui, parce que c'est déjà un personnage qui est pas très bavard, donc c'est surtout avec le temps et avec ses actions et ses réactions par rapport aux autres personnages qu'on va voir comment il réagit. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et surtout évidemment comme tu l'as dit, en remettant dans le contexte. Après j'aimerais aussi parler vite fait de la part un peu épisodique, de la part un peu biographique qu'on a là-dedans, parce que justement il y a pas longtemps j'ai terminé le Atome numéro 15 sur 30 ans de manga en France, et dedans
il parle de Kitaro et dans la rubrique autobiographique. Alors ça peut paraître étonnant parce que ça parle surtout du yokai, donc c'est finalement assez fantastique. Mais on peut aussi interpréter Kitaro de plein de façons et même ce qui lui arrive et toutes ces aventures avec des yokai qui du coup peuvent rappeler des choses dans la vie réelle. Et notamment, bon déjà, le tome commence avec le premier chapitre et la naissance de Kitaro nous présente dès le début un personnage qui s'appelle Mizuki de mémoire, ou alors... ouais, c'est un employé ordinaire du nom de Mizuki, donc déjà, on commence déjà par là, donc on comprend qu'il y a quelque chose. Et puis, même de ce que j'ai lu, Shigeru Mizuki, c'était justement un enfant qui était aussi qui était assez souvent à l'écart, qui était très intéressé par tout ce qui est le folklore et les yokai, et quelqu'un qui était très renfermé sur lui-même, et c'est justement ces traits qu'on reconnaît notamment au personnage de Kitaro, le repoussant, parce qu'évidemment, il a pas tant, enfin petit à petit ça va se faire, mais là en tout cas déjà avec ce tome il n'y a pas tant d'interaction que ça avec des personnages récurrents, c'est surtout Kitaro qui vit de son côté avec son père, qui est le petit œil qu'on voit sur son épaule sur le tome. Et du coup je trouvais que c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, parce que moi je voyais surtout Kitaro comme un manga qui parlait avant tout de yokai et qui permettait d'en découvrir plus, mais c'est vrai que tout cet aspect analyse de l'auteur à travers le tome, je trouvais que c'était très très cool. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, parce que sinon ça me fait une très bonne transition avec autobiographie, l'auteur par le manga et tout ça. Je veux bien parler un petit peu de ce que tu dis pour appuyer. D'ailleurs, justement, j'ai pensé à ça quand tu évoquais l'aspect autobiographique. Il y a aussi Kitaro est en fait tout le temps et chaque fois passif, c'est-à-dire que les aventures viennent à lui, on le sollicite ou ça lui tombe dessus. Et lui, en fait, il vit sa vie de son côté, il est paisible, et en fait, ce qui lui arrive, du coup, c'est pas lui qui les provoque, en fait. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant d'un point de vue narratif. Autre truc que je voulais rajouter aussi, c'est déjà l'édition est très très jolie, et il y a une dimension olfactive qui est hyper intéressante. Du coup, toi, ça va pas beaucoup te parler. C'est vrai. Mais il y a un papier qui est très très qualitatif, et l'odeur du papier est extrêmement intéressante et très vintage. Je trouve que ça participe directement à l'immersion. En tout cas, c'est la première fois que parce que moi j'aime beaucoup la dimension olfactive des mangas, c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà. Je trouve que cette dimension-là, je l'avais jamais ressentie à ce point-là, et c'est assez à souligner, notamment parce que l'univers de Kitaro est assez haut en couleur, même si c'est en noir et blanc, voilà. Mais c'est assez austère globalement, mais je trouve que les personnages sont assez grandiloquents. Et puis je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, on sent aussi bien le médium de base, donc le fait que ce soit dans les kamishibai, donc les théâtres ambulants, parce que on voit dans la construction narrative, je trouve que les petites intrigues se dénouent de manière théâtrale, en fait, tu sais, avec la petite chanson qu'il faut donner en bas à gauche de la case. Je trouve que on voit typiquement que ce format du théâtre s'incorpore parfaitement aussi au manga, et je trouve que c'est intéressant, voilà, de remettre aussi en corrélation le théâtre ambulant et ce tome qui au final est très théâtral dans sa mise en scène. Oui, c'est ça, déjà quand on le voit, on se doute on se rend compte que c'est très rétro, et c'est pour ça que l'introduction au début nous permet de comprendre encore plus dans quoi s'ancre cette œuvre. Et du coup, on a parlé d'autobiographie, on a parlé de manga ou en couleur, même s'il est en noir et blanc. Et justement, ça fait une très bonne transition avec Journal d'une vie tranquille. Je vais ajouter l'image parce que je l'ai pas fait avant, donc je vais. T'as vu quelle transition incroyable. Et du coup, vas-y, pendant que donc encore une fois, le tome 1, le tome 2 est sorti, mais on va parler que du tome 1. Et pour le coup, j'ai pas eu le temps de terminer, j'ai juste eu le temps de le commencer, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'en parler. Donc, pendant que je mets l'image à l'écran, je te laisse déjà commencer dessus encore. Alors, Journal d'une vie tranquille, c'est tout simplement un manga purement autobiographique de Tetsuya Shiba. Alors, Tetsuya Shiba, un dessinateur émérite, notamment globalement connu pour son travail sur Ashita no Joe, en tant que dessinateur. Et alors,
ce manga est purement autobiographique. Déjà, il faut le mettre aussi dans le contexte social et historique dans lequel il s'inscrit, parce que il est actuel, hein, du coup. C'est le vieux Tetsuya Shiba, donc l'auteur, hein, véritablement, qui se met en scène dans son manga et qui en fait explique comment est-ce qu'on l'a sollicité déjà pour créer ce manga. C'est-à-dire, il était à la retraite, il voulait pas entendre parler de manga à nouveau parce qu'il se sentait pas capable d'en refaire un, d'en redessiner un et d'en être le scénariste. Et au final, à force d'insister, il a réussi, enfin les éditeurs ont réussi à le faire reprendre la plume et le crayon et le pinceau, pardon. Et du coup, c'est super intéressant d'en connaître plus sur l'auteur. C'est assez rare parce que techniquement, les mangakas sont assez secrets. On ne connaît pas énormément leur vie personnelle, leur vie privée, leur enfance et tout. Mais là, on a en détail tout ce que Tetsuya Shiba a vécu de plus dur et de plus beau aussi dans sa vie en tant qu'enfant. Et du coup, aux côtés de ses parents, on en apprend énormément. Ça alterne entre des purs faits de vie, comme un peu dans le style du Watakushi manga, et aussi de la vie de Tetsuya Shiba actuelle. En fait, c'est une pure harmonie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui était très reposante, même si les quelques passages durs existent, mais ils sont tous traités avec bonhomie, parce qu'il y a le vieux Shiba qui est là et qui amène un peu de légèreté, et certaines scènes aussi qui sont regardées avec la pureté du regard d'un enfant du coup qu'il était à l'époque. Et voilà, il montre toute sa vie avec son groupe d'amis qui était aussi d'excellents mangaka et du coup et qui vit de son travail purement et qu'il adore ça. Du coup, c'est très intéressant, je trouve, pour comprendre purement le dessin de Tetsuya Shiba et de l'apprécier à son grand maximum, quoi. Ouais, comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, c'est full color déjà. Le tome est en grand format, assez fin. Il est plastifié, souple. Oui, l'édition. Alors, je sais pas si c'est spécifique à mon édition, parce que j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Est-ce que le tien aussi, on est un peu plastifié, style livre de bibliothèque, tu sais, que t'empruntes? Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça y fait penser, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors, juste, j'aimerais parler vite fait, parce que ça a un rapport quand même. Tu parles du fait que les mangakas sont finalement assez silencieux pour parler de leur vie, de leur vécu, et comment ils vivent au quotidien et comment ils font leur manga. Et du coup, j'aimerais glisser une petite pub à l'émission Manben, donc qui est une émission qui justement va suivre des mangaka dans chaque émission. On va suivre un mangaka sur plusieurs jours et voir comment il évolue et comment il évolue, comment il fait ses planches et vraiment ses techniques. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cette émission, c'est que le présentateur, celui d'où vient l'émission finalement, qui va à la rencontre de ces mangaka, ce n'est autre que Naoki Urasawa, donc c'est pas n'importe qui. Et justement, il y a une émission de Manben qui est consacrée à Tetsuya Shiba, et du coup, vous en doutez, vu que c'est une émission qui se passe là, qui s'est passée il y a quelques mois, parce que ils font des références au Covid dedans notamment, donc vous vous doutez qu'il dessine pas Shitanojo, mais il dessine Journal d'une vie tranquille, donc on peut le voir faire quelques planches, faire la colorisation, on le suit sur 3 jours si je me souviens bien. Et c'est très intéressant, évidemment, surtout quelqu'un comme Tetsuya Shiba, le voir son atelier. Donc c'est quand on a vu, moi j'ai vu l'émission du coup avant de commencer le manga, et du coup on s'y retrouve, parce qu'en plus avoir vu mettre ça en parallèle avec tout ce qu'on apprend dans l'émission sur comment il fait ses mangas en fait, et même dans l'émission il parle aussi un peu de sa vie et de Journal d'une vie tranquille, et un peu de Joe aussi. Du coup je trouve que c'est très intéressant à mettre en relation. Donc Journal d'une vie tranquille, Poink dans le chat a dit que son petit doigt lui disait que le titre est ironique. En effet, on va dire qu'il se passe quand même des choses dans la vie de Tetsuya Shiba, hein, tout s'est pas fait ultra simplement, surtout à l'époque de son enfance, hein. Déjà, la couverture, je trouve qu'elle est assez explicite. Oui. Et du coup, on va voir, on va pas spoiler déjà, parce que moi-même, j'ai juste eu le temps de commencer le tome. Mais je trouve que c'est vraiment, déjà, le concept est très intéressant. En plus, Shitanojo, manga incroyable, culte encore une fois, donc on peut dire, il y a une... par contre, j'ai déjà feuilleté du coup bien le tome. Il y a un petit spoil, enfin un petit spoil, quand on comprend, on va dire, de Joe dans le manga, où à un moment, en fait, l'auteur se met en scène
enfin, et la difficulté, enfin, je suis pas encore arrivé à ce chapitre, mais ce que je voyais, il se mettait en scène par rapport à son état en écrivant Oui, oui. ses mangas. Et on voit aussi Rikishi et Joe, enfin certaines planches iconiques du manga. Voilà, donc quand on voit de quelle scène ça fait référence, on comprend bien. Mais bon, voilà, dans tous les cas, vaut mieux, enfin, lisez Ashitano Joe ou regardez Ashitano Joe dans tous les cas parce que c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, donc, Journal d'une vie tranquille, je vais pas non plus en parler plus longtemps que ça parce que j'en parlerai sûrement quand je lirai un de ces quatre, le tome 2, parce que du coup, là, j'ai pas énormément de choses à dire vu que je l'ai pas fini tout simplement. Mais je pense qu'on en reparlera dans tous les cas. Est-ce que tu as un autre point sur le manga sur lequel tu aimerais continuer Ouais, ou... juste. Ouais. Ouais, pour terminer, d'ailleurs, je pense que tu l'as lu, ça, tu l'as vu. Des fois, ce qui est assez rare pour le souligner, il y a des incorporations de vraies photos de lui, de sa famille, Oui. des photos très anciennes et reproduites en bonne qualité. Du coup, là, on est à fond dans l'autobiographie, hein. C'est limite un musée Tetsuya Shiba grandeur nature. Et du coup, il y a aussi des interventions de l'auteur qui sont très sympathiques. Et puis ensuite, aussi, je voulais dire aussi que j'aime beaucoup, au-delà de l'édition qui est, comme tu l'as dit, grand format, couverture plastifiée, etc. Donc, tout est, oui, en couleur, et aussi les pages, les bordures de pages sont jaunies Ouais. intentionnellement, ce qui rajoute un petit côté vintage, parchemin, pas dégueu et assez plaisant. Et donc non, je trouve que, comme j'ai expliqué au début quand j'ai pris la parole, voilà, c'est extrêmement intéressant à mettre en perspective avec ses travaux en général. Ouais, on a l'impression d'avoir des morceaux de la vie de Shiba et de pouvoir du coup mieux comprendre son parcours, ce qu'il a fait et même en dehors du mangaka, l'homme en tant que tel qui a quand même pas mal de choses à raconter, surtout avec son passé. Donc, Il a l'air très sympa d'ailleurs. oui, bah même dans le Manben, on voit vraiment, du coup, c'est un vieux monsieur souriant, il a l'air trop sympa aussi. Enfin, en plus, dans l'émission, il y a même, ils ressortent même des planches originales de Joe, et enfin, il y a plein de moments comme ça très cool. Donc encore une fois, je conseille Manben, et notamment celui sur Urasawa. Bon, je suis un peu plus flou, je sais pas, c'est à force de montrer les images, du coup, on me remet un peu plus en flou, bon, c'est pas grave. Alors là, on a parlé globalement de ce qu'on avait lu tous les deux, même si, encore une fois, Journal d'une vie tranquille, il n'est pas fini. Et là, on va finir par parler rapidement chacun d'une œuvre que l'autre n'a pas lue, mais enfin, moi en tout cas, c'est une œuvre que je conseille. Toi, je sais pas trop. Du coup, bah, écoute, tu veux commencer ou tu veux que je commence ou vas-y. Ouais. Vas-y. Voilà, comme ça, je fais ma petite critique rapide de The Raiden King. Du coup, vous l'avez peut-être vu passer, The Raiden King, dans vos librairies. C'est simplement le manga, un petit peu concept, un concept manga où Poutine chevauche toutes sortes de choses. Il chevauche des griffons sur la Bon couverture, concept. il chevauche des tigres, il chevauche des chars, il chevauche des avions, il chevauche tout ce qui bouge. Et son gros plaisir et son gros fantasme serait de chevaucher des créatures fantastiques et mythologiques. Puisqu'il s'ennuie un peu, en fait, Poutine s'ennuie un peu. C'est pas genre Poutinov ou un truc comme ça. Il s'appelle vraiment Poutine ou c'est pas un truc genre Non, c'est Poutinov. Alexandre Poutinov. Ouais, voilà, Poutinov, voilà. Non, mais C'est Poutinov, voilà. Poutinov, président à vie de la République de Prussie. Voilà. Ouais, voilà. Pour ceux qui Je pense que encore. ouais. Je pense que vous Et pouvez puis, faire les non, parallèles quand même. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait. Enfin, globalement, c'est intéressant de voir comment est traité Poutine dans cet isekai, puisque c'est clairement un isekai en fait, hein. C'est Poutine qui est en Russie, qui se prend la tête de sa statue, du coup, sur lui-même, donc il se fait écraser par la tête de sa propre statue, et il se réveille vraiment sans transi. Enfin, il y a un écran noir, et puis après, il est dans un monde isekai à la SAO. Vraiment, c'est avec des filles. Des jeunes filles avec des épées et des sorts de foudre et tout. Incroyable. Non mais voilà, C'est concept. Ça paraît vraiment nul. Ouais. Et c'est pas vraiment pas incroyable et vraiment pas fou. Mais ce qui est intéressant dans ce tome, donc The Raiden King, c'est de voir comment est traité Poutine finalement. Parce que son traitement est assez intéressant. Déjà, il est dépeint un peu comme un homme bien vertueux, serein, et totalement dévoué à sa patrie, donc ce qui est tout à son honneur. Et il est un peu montré comme un vieil homme de valeur et plein d'émotions, qui est vraiment compatissant, qui sait se montrer empathique, et qui aime bien les animaux, qui est surpuissant, vraiment, parce qu'il est vraiment surpuissant, parce que c'est ça qui est marrant, c'est le décalage du fait qu'il vient
du monde réel et qui déglinguent des dragons alors que même des mages, des paladins level 4000 n'y arrivent pas. Et voilà, ça me fait poser la question tout simplement, est-ce que du coup le médium et le support du manga peut être fait et intéressant pour promouvoir une image finalement mythologique et assez romancée des grandes figures politiques, hein. On peut se demander si finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un début, par exemple, ce qui pourrait être intéressant au Japon. On sait que le manga est un gros vecteur de diffusion au Japon. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que finalement des hommes politiques pourraient pas se mettre en scène, même dans un manga parodique, tu vois, il y en a qui ne sauraient pas faire une grande différence entre une version romancée et burlesque d'un homme politique qui est montré comme balèze, vertueux et serein et sain, et du coup qui pourrait se laisser influencer par ce genre de représentation. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, en tout cas c'est intéressant de faire la remarque, parce que c'est vrai que on voit, bon, il y a un mouvement, même dans la vie là, en ce moment, certaines figures politiques qui essaient d'autres canaux de diffusion. Et donc, c'est intéressant de mettre aussi ça en perspective avec le manga. D'autant plus que j'ai déjà dans ma bibliothèque Jean-Luc No Absolution, hein. Le manga de Ganesh 2, donc le youtubeur, sur Jean-Luc Mélenchon qui fait le kung-fu. Et donc voilà, je trouve que c'est voilà, ce petit message-là qui est intéressant. Derrière, non, voilà, c'est un isekai classique. Poutine qui déglingue des gobelins, c'est assez gore quand ça doit l'être, c'est vraiment assez divertissant. J'ai pas trouvé ça nul, je n'achèterai sans doute pas la suite, mais voilà, c'était juste pour parler du manga de Poutine, quoi. C'est rigolo, quoi. Enfin, c'est concept. C'est sympatoche. Ouais, après faut pas que le concept s'étire non plus trop sur des dizaines de tomes, là ça perdrait un peu de son charme et tout. Mais bon. J'ai surtout l'impression qu'ils avaient l'idée de faire un truc avec Poutine, et puis ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est l'isekai. Ouais, on va faire Poutine dans l'isekai. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est ça. Ça a le mérite d'exister, on va dire. Oui, voilà, après il y a une promo assez pernicieuse autour du truc. Regarde Poutine qui chevauche le tigre. Ouais, non, en fait, il chevauche pas le tigre. Il se bat avec des sorts de flammes, en fait. Ouais, voilà. Il y a Rizark dans le chat qui nous précise que SAO n'est pas un isekai, mais t'as compris ce qu'il voulait dire. Oui, voilà, parce que moi c'est pas du tout le. Il y a un univers isekai avec. Enfin, tu vois, tu comprends le rapport. Avec, ouais, parce que clairement, c'est sans doute le style qui m'attire le moins de l'univers. Donc, oui, c'est Poutine dans un univers d'heroic fantasy. Voilà, c'est purement de l'heroic fantasy avec tout le bestiaire et l'imaginaire du genre, avec les épées en diamant, avec les sorts et les besaces et tous les machins, et les marchés, tu sais, les marchés où tu peux acheter des artefacts pour tout ça, quoi. On voit quoi. Et du coup, moi, je vais terminer par parler donc de l'intégrale, donc les 2 tomes de Une brève histoire de Robo Sapiens. Donc là, c'est l'intégrale donc chez Noévé Graphics, donc avec 2 tomes, et qui Noévé Graphics dit qu'il y a aussi 3 cartes à l'intérieur, enfin une carte par tome, et le coffret en a une en plus, donc ça fait 3 cartes. Alors, je vais mettre l'image. Est-ce que j'ai mis je pense que j'ai mis une image. Oui, elle est là. Voilà. Alors j'enlève The Raiden King d'abord. Voilà. Donc là, j'ai mis l'image du tome 1 pour le coup, mais voilà. C'est encore plus. Ce que j'allais commencer par parler de quelque chose qui est encore plus visible avec le tome 2. C'est que déjà, ça a l'air très épuré. Et en effet, ça l'est. Alors je vais au moins sortir le tome 1 pour montrer un petit peu. Alors déjà, brève histoire de Robo Sapiens. Donc l'édition est incroyable, hein, si vous avez lu. Le coffret ressemble pas mal au coffret des 2 tomes de Veil, par exemple. Moi, je compare avec ce que j'ai, et du coup, voilà, je peux vous le dire. Donc c'est du grand format, du papier cartonné de très bonne qualité. Et donc là, je sais pas, je vais montrer quelques pages. Donc déjà, c'est très épuré, donc je montre pas forcément les meilleures images. Déjà, ce qu'il faut regarder, enfin ce qu'on remarque en fait en lisant, donc d'abord au niveau du style, c'est que déjà c'est en noir et blanc. Vous allez me dire, ouais, c'est un manga. Non, quand je dis c'est en noir et blanc, c'est en noir ou blanc. Il n'y a pas de nuance de gris. Il n'y a pas de gris tout court. En fait, tout est soit noir, soit blanc. Même les ombres, soit elles sont totalement noires, soit il n'y a juste pas d'ombre. Et du coup, ça donne déjà un aspect très, très particulier à ces 2 tomes. Je vais enlever la petite banderole là pour pas abîmer mon tome en vous le montrant. Brève histoire de Robo Sapiens, ça parle de quoi? On va dire que au fur et à mesure de ces 2 tomes, on voit le monde évoluer, on suit différents personnages, différents robots surtout, et on assiste à la fin de l'humanité, mais la
fin de l'humanité, finalement, on parle pas de Terminator, de Skynet, les robots qui prennent le contrôle. Non, là, en fait, limite, l'humanité finit à peu près toute seule. Enfin, genre, les robots, en fait, sont juste là pour aider, pour les assister, mais au fur et à mesure du temps, il se trouve que il reste plus que des robots, et en fait, c'est presque normal. Et on a donc c'est de la SF, et on a des idées très intéressantes dans ce que ça représente. Donc je vais pas spoiler plus que ça les différents personnages qu'on voit. Déjà qu'avec ce tome 1, du coup, vous avez sur le côté, mais je peux aussi sortir le tome 2. On voit que l'air de rien, ça parle quand même. Enfin, il y a quand même pas mal de différents personnages qui entrent en jeu. Donc sur le tome 1, on voit plein de petits dessins qui représentent des scènes et des personnages de ce tome-là, et pareil pour ici, que tous ceux qui auront lu les 2 tomes comprendront. Et alors dans le fond, c'est un manga, comment dire, donc c'est graphiquement faussement naïf, et globalement on réfléchit pas mal en lisant, mais c'est une vision SF assez originale. Donc c'est très minimaliste, très mélancolique au final, surtout au fur et à mesure du temps, parce qu'au début, on nous montre un univers proche du nôtre, mais quand même vraiment évolué, avec des robots un peu partout, mais qui cohabitent entre eux, qui partagent des informations juste en se touchant la joue, et il y a pas mal d'idées comme ça très, très sympas. Mais au fur et à mesure du temps, on comprend que les années passent, les siècles passent, les millénaires passent, hein, finalement, parce qu'à l'échelle des robots à l'échelle des robots de ce futur-là, c'est finalement un peu la même chose, hein, les secondes, les années, les millénaires, et ça donne un résultat très mélancolique, très contemplatif, très expérimental aussi, mais qui est très intéressant. Déjà, ça se lit vite. Je pense pas que... C'est pas un manga que je vais relire souvent, en tout cas, parce que là, déjà, j'ai bien... En fait, si on prend son temps, finalement, pour tout regarder, on retient, finalement, à peu près tout ce qu'on nous raconte. Et encore une fois, c'est pas un manga qui bouge beaucoup. Ça se voit. Bon, je vais remontrer encore quelques images pour moi, mais voilà, je pense que contemplatif résume assez bien tout ça. C'est un style très particulier. C'est un manga qui a gagné certains prix. Alors, il est marqué là sur le côté, je suis en train de perdre mes cartes. Qui a gagné notamment la 2e place du classement Kono Manga ga Sugoi de 2020. Alors, je sais pas non plus trop ce que c'est que ce classement, mais écoutez, si c'est marqué, ça montre quand même que c'est quelque chose. Et donc, franchement, oui, et même graphiquement aussi, le style, en plus des couleurs et tout ça, ça change pas mal avec le fait qu'il y ait beaucoup de texte. Est-ce que je peux trouver une image qui pourra vous expliquer? En fait, des kanji sont omniprésents, notamment sur les bâtiments, dans les décors, et toujours pour représenter certaines idées. Et c'est quelque chose que j'ai rarement, enfin même quasiment jamais vu en fait dans un manga comme ça. À ce moment-là, je sais pas si je peux trouver une image, mais en tout cas, on a pas mal d'indications un peu partout pour nous expliquer ce que veulent dire les différents symboles qu'on voit sur les bâtiments, par exemple, parce que finalement, des fois, on a l'impression que certains dessins sont juste des suites de traits et que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et bah finalement, si. Alors là, rien que par exemple là, on voit que par exemple ça, bon là c'est pas, là pour le coup il y a que ça sur toute la page, donc donc c'est facile à remarquer, mais là par exemple ces dessins là, ça veut dire quelque chose. On a une petite étoile là en haut, et par exemple là pour le coup ça veut dire son. Bah, ça a du sens dans la scène évidemment. Là comme ça c'est un peu particulier, mais bon, j'arrive pas à trouver de grandes architectures comme ce que je voulais expliquer, mais je trouve que la mise en forme des cases, le dessin rend un style très unique. Donc rien que pour ça, je conseille Brève histoire de Robo Sapiens. Alors est-ce que là par exemple, ouais, non, mais là je vous montrerai encore des espèces de kanji qui se mettent les uns sur les autres pour finalement former des mots que nous en fait on ne comprendrait pas comme ça, mais justement l'édition est bien faite, notamment parce que on arrive à comprendre ce qui a été fait. Enfin, en tout cas, tout n'est pas indiqué, à noter, c'est ce qu'on le voit au début, mais les indications qui ont du sens par rapport à ce qu'on nous raconte et qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire sont à noter, et ce qui fait que c'est souvent à noter, hein, finalement. Et du coup, c'est très intéressant, et notamment sur la vision de la science-fiction et de cette évolution de l'humanité, en fait, à travers les yeux de...
comment tu t'appelles, de Toranosuke Shimada. Et voilà. Et du coup, Robo Sapiens, c'est très cool. Alors, c'est pas... Voilà, comme je l'ai dit, c'est un manga assez calme, assez reposant et très réflexif, je vais dire. Du coup, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez lire un manga un peu tranquille et de la SF pas comme les autres, et ben, Brève histoire de Robo Sapiens, c'est très cool. Alors, on arrive du coup à la fin de cette vidéo sur nos lectures manga. Je pense que je vais finalement terminer juste par parler, ce serait bien si j'arrivais à trouver des idées comme ça à chaque fois, mais d'un manga en cours et qui n'est pas sorti en France, dont j'aimerais bien parler vite fait. Enfin, en tout cas, pour le coup, j'en lis un actuellement, donc je vais en parler rapidement. Ouais, bon, on a fait presque 1 heure de vidéo, encore une fois, mais bon, c'est toujours comme ça. Donc là, je vais parler rapidement, hop, je change d'image, de Die Dark. Alors, Die Dark, globalement, c'est quoi? J'avais pas trop prévu d'en parler, mais je vais le faire parce que finalement, j'ai pas tant de choses à dire dessus que ça. Die Dark, c'est le nouveau manga de Kyo Yashida. Kyo Yashida qui est l'autrice de Doro et Doro. Et alors, pour l'instant, on a un peu plus d'une dizaine de chapitres qui sont sortis. C'est toujours pas édité en France, il n'y a pas d'annonce, donc à mon avis, ça finira sûrement par sortir un de ces jours. Peut-être pas chez Soleil Manga, vu comment l'édition de Doro et Doro était un peu un bordel, je sais pas si ce sera la même chose, mais en tout cas, Die Dark, ça commence de façon assez sympathique, on retrouve pas mal d'éléments à voir dans Doro et Doro, sauf que cette fois, c'est de la SF, on reste dans la SF finalement. Il y a toujours cette atmosphère un peu crade, violente, gore, mais tout en restant comique. En fait, c'est assez particulier, hein, le style en fait, enfin vraiment, on se reconnaît quand on a lu et apprécié Doro et Doro. C'est donc le nouveau manga de Kyo Yashida, et c'est très sympathique. Alors, je sais pas trop comment résumer l'histoire, en fait, mais c'est un mec. En fait, il y a des gens qui veulent le tuer pour ses os. Du coup, en même temps, lui, il vit sa vie dans l'espace, il a un sac des ténèbres et une peau des ténèbres, il est quasiment immortel. En fait, beaucoup de personnages sont très très forts. On retrouve aussi ça dans Doro et Doro, le fait que finalement la mort, c'est pas si grave que ça, en tout cas c'est pas toujours si important, et puis des personnages ultra forts. Mais là c'est que le début, donc je sais pas quoi dire vraiment beaucoup plus dessus, mais en tout cas si vous voulez lire en quelques chapitres pour l'instant, au moins en attendant que ça sorte en France, Die Dark, c'est assez sympa, ça c'est cool. Voilà, donc on va s'arrêter là tout doucement sur ces lectures. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je sais pas quand ce sera, on parlera. On a encore pas mal d'autres choses sur lesquelles parler. Hein. Je sais pas si y a d'autres œuvres spécifiquement que tu prévois. Bah déjà Gyo, il faut qu'on en parle parce que c'est le troisième Ito qui est sorti en même temps que des choses. Énormément à dire. Donc moi je l'ai pas encore lu, donc ce sera pour la prochaine fois avec d'autres œuvres. Donc on espère que ça vous a plu. On continuera comme ça les prochaines fois. Et sur ce, encore une fois, joyeux anniversaire à la chaîne, parce que ça fait 6 ans, même si quand la vidéo sort, ça fait plus 6 ans, mais c'est pas grave, ça fait un peu plus, mais voilà. Et on espère vous avoir donné envie de lire tous ces mangas, en tout cas de vous avoir donné notre avis dessus, parce que si vous voulez pas lire The Raiden King par exemple, tout ce que j'en ai compris c'est pas si grave, mais voilà, au moins vous connaissez le concept, globalement, voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui peut-être cette fois parlera pas de manga. Et je finis aussi par dire abonnez-vous à la chaîne de Brenner, notamment parce que il fait des vidéos. Si vous avez bien aimé ses vidéos, il fait des vidéos globalement sur les mangas et tout ça, donc il y a de quoi faire sur sa chaîne. Et en plus, moi-même, j'y participe notamment dans l'émission Le Point d'Orge. On a déjà fait 2 épisodes, dont le dernier était sur Beastars saison 2, et c'était très cool, donc allez regarder le Point d'Orge. Et sur ce, donc on vous dit à très bientôt, c'était Mayako Shonen, bye tout, et Brenner, bye tout le monde, oui. Salut. Ciao.